Bienvenue à tous, Afrique Presse, l'actualité en débat sur RFI et TV5 Monde. C'est avec Ousmane Diaye, TV5 Monde, Francis Laloupo, Africa numéro 1, et puis Valérie Thorin du site africasie.fr. Et c'est autour de deux sujets cette semaine. La RDC, Jean-Pierre Bemba, acquitté en appel par la Cour pénale internationale, la CPI, dans le dossier des graves crimes imputés aux troupes de l'ex-chef de guerre congolais en Centrafrique. Et puis l'Éthiopie et ce vent de réformes tous azimuts du nouveau et jeune Premier ministre Abiy Ahmed. D'abord, Jean-Pierre Bemba, donc acquitté en appel par la CPI. L'ex-chef de guerre congolais avait été copé de 18 ans en première instance pour les crimes contre l'humanité, crimes perpétrés en Centrafrique par ses troupes, ses miliciens, entre 2002 et 2003. Le résumé de Thibaut Cavaillès et Samuel Thierry Nzam sur justement le désarroi des victimes des exactions des miliciens de Bemba, donc entre 2002 et 2003. Le reportage en Centrafrique sur ces victimes. L'avocate des victimes du MLC en rit encore, mais c'est de dépit. Cette décision est dégoûtante. La décision de la Cour pénale internationale d'acquitter puis ensuite de libérer le Congolais Jean-Pierre Bemba, leader du MLC, qui a fait 5000 victimes en Centrafrique entre octobre 2002 et mars 2003. Des victimes ou familles de personnes tuées encore meurtries aujourd'hui et qui demandent toujours réparation. La CPI, qui reconnaît les préjudices subis, a décidé de débloquer un fonds à leur profit. Vu l'acquittement de Jean-Pierre Bemba et l'urgence de la souffrance des victimes en République centrafricaine, ce fonds a donc mis en place un programme de manière urgente. Ce programme consiste en un soutien physique, moral et matériel, non seulement pour les victimes, mais aussi pour leurs familles. Un fonds pour panser les plaies et permettre peut-être d'effacer les souvenirs encore trop présents. Il y a ma fille qu'ils ont violée, parce qu'elle voulait fuir ensemble avec moi, mais ils l'ont prise et puis ils l'ont violée. Ça m'a vraiment écœuré. Mais il n'y aura pas de coupable derrière les barreaux, ce que les victimes du MLC n'acceptent pas. Moi, la victime de Bemba, vraiment, carrément, c'est une désolation. On a perdu Bemba, commis des exactions, la tuerie, pillage, on a perdu de biens. Mais si aujourd'hui on a quitté Bemba, vraiment, ça c'est en quelque sorte une manière de nous humilier. Nous les Centrafricains. Ça, c'est une humiliation de la communauté internationale. Le fonds débloqué par la CPI est d'1 million d'euros, utilisé sous différentes formes. Cela correspond à 192 € par victime. Pas sûr que cela suffise à les apaiser. Voilà, Ousmane Diaye, personne ne s'y attendait. Jean-Pierre Bemba, après 10 ans de détention à la CPI, est libre depuis mercredi. Il a regagné discrètement la Belgique où il avait été capturé par la justice internationale à l'époque. Alors d'abord, les commentaires, Ousmane, sur cette volte-face de la Cour pénale internationale. On est passé donc de 18 ans de réclusion à rien du tout. Et puis le sentiment qui domine, on l'a vu dans ce reportage, c'est l'impunité qui pointe à l'horizon pour ces crimes abominables. Voilà, les détracteurs de la CPI évoquent un discrédit de la juridiction internationale et certains défenseurs des droits de l'homme ne sont pas loin de partager le même avis. Enfin, il y a un paradoxe qui est très choquant, c'est-à-dire on a quelqu'un dans le reportage qu'on vient de voir de la CPI qui parle de victimes, qui dédommage. Quelque part, il est la voix de la CPI, il reconnaît qu'il y a victime, il y a eu tort, il y a des dédommagements. Il y avait 5500 victimes représentées. 5500 victimes représentées, et en même temps, on nous dit non, mais il n'y a pas de coupable. On touche vraiment le paradoxe ultime. Il n'y a pas de coupable, c'est plutôt Bemba n'est pas le coupable. Bemba n'est pas le coupable. Alors, je pense que cette affaire, on peut remonter un peu plus loin, d'entrée de jeu est problématique et viciée. Moi, je pense que s'il y a vice de procédure ou de forme, c'est d'entrée de jeu. C'est-à-dire, on ne peut pas poursuivre Bemba pendant une décennie et ne jamais avoir tenté de poursuivre Ange-Félix Patassé, qui était le président centrafricain de l'époque, qui a fait appel à ces troupes qui ont massacré. C'est-à-dire, on marche par la tête. On se dit, c'est quelle logique ? C'est une logique judiciaire, c'est une logique politique. Toutes les deux logiques ont
touche le fond. Hein. Autant on explore la logique politique, on ne sait pas où ça mène, autant la logique judiciaire est discutable et douteuse. Alors, la logique judiciaire, rappelons-le aussi, Francis, c'est François Bozizé, qui avait demandé à la CPI de s'occuper du cas Bemba, et Bozizé était chef de guerre lui-même contre Ange-Félix Patassé, d'où la complexité, en tout cas, du dossier. Mais sur ce sentiment de discrédit de cette juridiction internationale, eh bien, les exemples, ou en tout cas les maladresses, que sais-je, se multiplient apparemment. Je veux dire, comment expliquer à des victimes, et on l'a bien vu dans le sujet, comment expliquer à des victimes que celui qui était coupable hier est aujourd'hui quasiment innocenté? Bon, je pense qu'en fait, la leçon qu'il faut en tirer, c'est qu'on a affaire à à une justice internationale qui est en construction, qui a encore beaucoup de failles, beaucoup de faiblesses. Et ce sont des procédures inédites dans l'histoire de la justice, voire de la justice internationale, que de juger de tels crimes. On retiendra désormais qu'il y a une jurisprudence Bemba. Parce qu'en fait, ce que dit la procureure, Mme Bensouda, elle dit désormais, nous avons compris au fil de la procédure qu'il fallait apporter des preuves particulières de l'implication de Jean-Pierre Bemba. Il faut en retenir donc que le donneur d'ordre peut être acquitté dès lors qu'il n'a pas participé lui-même aux actes incriminés, même s'il en a été le donneur d'ordre. C'est quand même extraordinaire. On pense à en application du droit anglo-saxon, puisqu'il paraît qu'à la CPI, on applique justement le droit anglo-saxon. Oui, autant Bemba n'est pas, il n'est pas innocenté en tant que tel. C'est l'absence de preuves, en fait. Voilà. Mais l'histoire de la justice, pas seulement internationale, est faite souvent, je dirais, d'acquittement de grands criminels ou de condamnation d'innocents. On a déjà vu ça même dans la justice nationale. Moi, ce qui me dérange, c'est que les partisans de Jean-Pierre Bemba considèrent aujourd'hui que Jean-Pierre Bemba a été victime d'une grande injustice, au fond, et qu'il sort blanchi, innocenté, avec une absolution totale de cette affaire. Non, ce sont d'abord des questions de technique de procédure judiciaire, et il en ressort une jurisprudence qu'il faudra suivre de près, parce que cela peut s'appliquer à d'autres cas. Nous allons y revenir qui sont aujourd'hui évidemment en instance, notamment à la CPI. Voilà, Valérie, on l'a entendu dans le sujet, l'un des porte-parole de la CPI parle d'un déblocage d'$1 million pour aider les victimes à obtenir justice, c'est-à-dire finalement que ce qui reste à ces victimes, pour qu'il n'y ait pas d'impunité, c'est l'aide d'$1 million de la CPI, et puis des démarches judiciaires interminables. Écoutez... Non, mais concrètement, c'est bien ce qu'on a compris. Oui, 1 million d'euros, j'ai compris. Mais je pense qu'il y a deux choses. Il y a d'une part une cour criminelle et d'autre part la défense des droits de l'homme. C'est pas très facile ce que je vais dire, mais la CPI n'est pas une cour de défense des droits de l'homme. Elle est là pour juger au regard du droit. Et qu'est-ce que dit le droit ? Le droit dit que si M. Bemba est responsable, alors ça doit être prouvé. Il doit y avoir véritablement des preuves, mais matérielles, des choses matérielles. Donneur d'ordre, c'est pas une preuve. Donc là, on est dans une cour criminelle. Ça ne préjuge en rien de la saisine d'une cour de défense des droits de l'homme. Première chose. Deuxième chose, on dit il faut indemniser les victimes, les rescapés, etc. Effectivement, le budget alloué n'est pas en rapport avec le préjudice subi. Mais encore une fois, on est dans une cour criminelle. Si bien que s'il devait y avoir une procédure d'indemnisation, de réparation, etc., elle doit être intentée à part. Voilà, ok. Alors, donc, Ousmane, ce dernier verdict en appel favorable à Jean-Pierre Bemba est, semble-t-il, de bon augure, notamment pour Laurent Gbagbo, qui, lui, attend depuis 7 ans de connaître son sort donc devant la CPI. D'ailleurs, ses avocats ont été autorisés à plaider son acquittement en septembre prochain. Enfin, il est évident, comme dit Francis, dans cette justice internationale en construction, entre guillemets, en construction d'ailleurs, au détriment souvent des victimes, je pense qu'il y a un cas de jurisprudence qui s'est joué là. Je ne crois pas que dans le dossier de Gbagbo, la problématique est la même, c'est la problématique du donneur d'ordre, pas de l'exécution. Et Laurent Gbagbo, les preuves manquent, semble-t-il. Oui, les preuves manquent. Déjà, le dossier était très controversé. Donc, je pense que les partisans de Gbagbo vont sans doute utiliser cet acquittement
comme un argument juridique fort. Et ça peut changer, ça peut même faire basculer, à mon avis, l'équilibre politique de la Cour. Alors, Bemba doit répondre de subornation de témoins. Deuxième phase, deuxième procès qui l'attend à la CPI. Il a été libéré. D'aucuns spéculent sur son comeback sur la scène politique en RDC. Et en fait, la libération de Bemba a été favorablement accueillie par l'opposition, qui se voit d'ailleurs reprocher de ne pas avoir eu de mots pour les victimes. Je pense que tout est bon pour l'opposition dès lors qu'il s'agit de combattre Joseph Kabila, quoi. La question de savoir si la haine de Kabila vaut pour autant que l'on porte, je dirais, au piédestal un ancien chef de guerre. Vous savez, au fond, moi je me souviens bien de cette époque. Hein. J'étais parti à Bangui, je dirais, dans la semaine après le retrait des miliciens de Bemba. Et les décombres fumaient encore du passage de ces hommes. J'ai vu des choses horribles. Je pense que ce sont les scènes les plus horribles, peut-être parmi les plus horribles que j'ai vues de ma carrière. Donc c'est vrai que quand j'entends effectivement cet acquittement, j'en frémis. Parce que, évidemment, beaucoup de ceux qui applaudissent Bemba aujourd'hui n'étaient peut-être pas des témoins de ce qui s'était produit à cette époque-là. Et quand on a vu cela, on se dit plus jamais ça. La question est de savoir quelles sont les valeurs que les Congolais veulent léguer aux générations futures. Est-ce qu'on peut transformer en héros national un homme qui a été un rebelle, un criminel, un grand criminel, et qui s'était installé dans la région de l'Équateur, en RDC, exploitait allègrement les ressources naturelles de cette région. C'était une guerre, je dirais, post-moderne, en fait, qu'il menait avec ses miliciens. Loin, évidemment, des images, des clichés de guerre ethnique qu'on a véhiculés en Occident. On a parlé à l'époque, en RDC, de la première guerre mondiale africaine, parce qu'il y avait au moins 8 rébellions. Il y avait tous les pays de la sous-région qui étaient dans la mêlée, Rwanda, etc. Donc, il s'est quand même produit... Alors, aujourd'hui, j'aimerais qu'on insiste encore un peu sur ces victimes. Rapidement. Parce que ces victimes, au fond, aujourd'hui, évidemment, vers qui se tourner? Alors, 1 million d'euros, de dollars... Je pense qu'effectivement, vous avez raison d'insister sur le fait que ça semble absolument... C'est se moquer du monde, voilà. Anachronique, mais... Est-ce qu'il est acceptable que ces crimes qui ont été commis, ces meurtres, ces pillages, ces viols, demeurent effectivement sans coupable? Voilà. Alors, Valérie, un dernier mot. Hein. Est-ce que... Pardon, je voulais ajouter, parce qu'on n'a pas dit le mot, on n'a pas parlé de Patassé. Ange-Félix Patassé a été le grand absent de cette procédure. Mais il est aujourd'hui mort et enterré. Et c'est quand même... Voilà, il est aujourd'hui mort et enterré. À l'époque, il était encore vivant, et c'est lui qui a passé le coup de fil à Bemba pour solliciter son concours. Et puis ensuite, c'est Bozizé qui avait sollicité la CPI, et Bozizé n'est pas non plus un paragon de vertu. Un dernier mot, Valérie. Est-ce que en RDC, Joseph Kabila doit redouter cet acquittement de Bemba, politiquement ? Rapidement. Oui, enfin oui et non. C'est vrai que ça allumait un adversaire de poids, d'autant plus que Katumbi a commencé à dire « Ah mais c'est formidable, il est revenu », Olivier Kamitatou pareil, Vital Kamerhe, enfin tout le monde est là. Félix Tshisekedi saute sur l'occasion. Donc effectivement, ça redonne un petit peu de peps à une opposition qui était un peu dispersée, en exil beaucoup. Donc c'est sûr que c'est une pierre dans le jardin de Joseph Kabila. L'affaire Bemba, le destin de Bemba n'est sans doute pas et loin d'être terminé, en tout cas destin politique bien sûr. RFI TV5 Monde, on passe au deuxième sujet d'Afrique Presse. Cette politique d'ouverture tous azimuts du nouveau Premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed. Il a été porté au pouvoir, c'était en avril dernier, à 42 ans. Il fait vraiment souffler sur l'Éthiopie un vent nouveau, un tournant sans égal depuis la chute de Mengistu en 1991. Osent même certains commentateurs de la vie politique éthiopienne. Alors, avant de rentrer dans les détails des réformes ou certains points importants, politiques, économiques et diplomatiques, d'abord, est-ce qu'on peut penser que le nouveau Premier ministre éthiopien a l'appui total de cette coalition au pouvoir à Addis Abeba depuis 1991 ? Coalition dominée, comme on le sait, par les Tigréens, alors qu'on a un Premier ministre qui est Oromo. Ousmane. Appui total, sans doute pas. Je pense que la façon dont il est devenu Premier ministre, c'est quand même un jeu d'équilibre. À l'intérieur même
de l'appareil politique qui était menacé dans sa survie. Je pense que Abiy, dans l'appareil, était celui qui était le plus à même de faire une sorte de synthèse. De par son profil, il est Oromo, donc issu de la majorité qui était révoltée. Et il n'est pas seulement qu'Oromo, parce qu'il est issu d'un père musulman Oromo et d'une mère catholique, et lui, il est protestant. Contrairement à ce que son nom peut laisser penser. Donc il est à la fois, il a un profil de synthèse en termes de géographie politique, en termes quasi-sociologiques, et en plus il est une sorte de synthèse entre les réformateurs et les plus durs, parce qu'il a débuté sa carrière en tant que militaire, donc il a quand même... Donc il a des atouts en main, il a de sérieux atouts. Je pense que c'était le profil de la synthèse d'un pouvoir qui était menacé par la révolte Oromo. Et l'indécision aussi. Et l'indécision. De Dessalegne, l'ancien Premier ministre. Oui, bien sûr. À un moment donné, de toute façon, Dessalegne n'avait plus aucune marge de manœuvre. La contestation était tellement forte, l'état d'urgence était une impasse. Abiy, c'est un peu la survie d'un système. Pour moi, c'est pas la mort d'un système, c'est la survie d'un système. Un système qui fait une révolution de palais pour survivre. Alors, un peu d'explication, de texte. Exactement ça. Sur... C'est l'art de faire du changement dans la continuité. Oui, sur ce que c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une continuité du système, et puis un changement des hommes, et un changement des méthodes également. Et c'est c'est un réflexe de survie, en fait, d'un régime. Mais réflexe qui va dans le bon sens. Qui va, en tout cas, pour l'instant, le changement est au programme, si je puis dire. Le changement, c'est maintenant en Éthiopie. Il n'a pas encore fait 100 jours. Oui, il n'a pas encore fait 100 jours. Un espace, alors, il faut dire mais il a annoncé les chantiers clairement. Quand même. Il a des grands chantiers, notamment sur les chantiers économiques. Oui. Et je pense que ce régime qui est en place depuis 1991, qui n'a pas de concurrence en tant que tel, est en train d'opérer sa propre mutation interne avec ses propres moyens. La réponse sera notamment économique, avec 8% de croissance attendue cette année, la libéralisation de l'espace économique, ouverture vers des partenaires extérieurs. Au fond, vous savez, c'est un peu la promesse qui est faite aujourd'hui au Zimbabwe. C'est-à-dire que c'est le même système qui reste en place, mais avec un homme qui change et des équipes qui changent pour maintenir au fond la survie. On est loin du paradis démocratique. Disons que c'est une forme de perestroïka à l'éthiopienne. Donc si je comprends bien, il ne faut pas s'emballer avec ce nouveau Premier ministre éthiopien. Pour autant, Valéry, il a quand même proposé de respecter le tracé frontalier entre l'Érythrée et l'Éthiopie, décidé à la fin 2000, au moment d'ailleurs de la fin de la guerre qui opposait l'Éthiopie et l'Érythrée. C'est quand même audacieux. Pour l'instant, Asmara n'a pas vraiment officiellement réagi. En revanche, ce projet fâche pas mal d'Éthiopiens. Donc c'est quand même un défi politique, non ? Moi, je le trouve assez habile. Je le trouve assez habile parce que sa présence et puis ses ambitions économiques vont assainir la situation intérieure. Et vis-à-vis de l'extérieur, je le trouve plutôt pertinent. Allez voir, commencer à dire on va arrêter la guerre avec l'Érythrée, c'est remarquable. Dire la même chose de l'Égypte et pour des histoires de partage des eaux du Nil, d'apaiser aussi la situation, d'un seul coup, il inverse la tendance. Parce que, qu'est-ce que ça fait ? Ça fait qu'avec l'alliance de l'Arabie Saoudite, il est en train de renverser totalement le jeu géopolitique. Le paradigme, oui, c'est ça. Et moi, je trouve ça plutôt habile. Et je pense que pour le développement du pays, pour l'apaisement intérieur, les grands chantiers qui vont être annoncés, les ports, la participation au port de Lamu au Kenya, etc., plus ce qui se fait sur le plan des relations diplomatiques, très franchement, tout en maintenant un pouvoir fort, parce que si l'Éthiopie n'a pas un pouvoir fort, ça va éclater. Ça, je sais pas 100 millions d'habitants, diversité communautaire, etc. Exactement. Alors, est-ce que c'est un nouveau profil politique, finalement, que d'incarner un dirigeant, mais un dirigeant qui ne serait pas querelleur, comme on en voit souvent en Afrique, ce Premier ministre éthiopien. C'est-à-dire, il n'est pas machiste, en fait. C'est quelqu'un qui est plutôt raisable, finalement, dans ses options. Moi, je trouve qu'en fait, il tient compte du principe de réalité. Il faut dire aussi la vérité. La guerre avec l'Érythrée depuis 1989, c'est une impasse. À un moment donné, je pense que c'est par pur pragmatisme que l'Éthiopie ne peut plus. Le contentieux avec l'Égypte
isoler aussi l'Éthiopie, qui a des ambitions d'être une puissance, en tout cas sous-régionale ou africaine. Donc, ouais. en fait, pour moi, il est le moins... Enfin, c'est la fin d'une nécessité éthiopienne. Par contre, le revers, enfin, moi, la question que je me pose, la grande interrogation, c'est des dossiers très, très sensibles et qui touchent à quelque chose qui est un peu le cœur idéologique du parti tigréen, c'est ce nationalisme. La question du nationalisme est très fort en Éthiopie. Je pense que c'est lié aussi à tout un discours sur le fait que c'est le seul pays qui n'a jamais été colonisé en Afrique, etc. Donc je pense qu'il touche à quelque chose de très populaire au sein de la société, au sein de la vie politique éthiopienne. Je pense qu'il faudra s'attendre à un retour de bâton. Dans quelle forme? Je pense que c'est très tôt pour le dire, encore une fois. Il n'a pas encore fait même pas 100 jours. Hein. Donc je pense qu'il y aura à un moment donné une résistance très forte. Là, c'est des annonces. Hein. Là, sur l'Érythrée, les choses n'ont pas commencé à être mises en branle. La frontière n'est pas encore désarmée. Il faut attendre de voir comment il va passer l'obstacle. Le vrai obstacle, pour moi, il est intérieur. Parce que je pense sur la question géopolitique, c'est voilà, tout à fait c'était d'ailleurs ma logique, question quoi. de départ. Est-ce qu'il aura les coups des franches pour aller jusqu'au bout de ces réformes? Il y aura des résistances au sein du système. Et une des questions qui se pose, c'est la vitesse, en fait. C'est le rythme. Le tempo, oui. Le tempo des réformes. Il est jeune, il a 41 ans. C'est une nouvelle génération, au fond, qui est aux commandes aujourd'hui de l'Éthiopie. Quand la guerre avec l'Érythrée a commencé, il avait à peine 10 ans. Hein. Oui. Voilà. Donc, ce n'est pas non plus ce n'est pas son histoire. Donc, il va impulser certainement, je dirais, une méthode de gouvernement avec en face des résistances des caciques. C'est ce qui va, et de l'establishment éthiopien, d'ailleurs. Mais ce qui est évident aujourd'hui, et c'est un peu ça, je dirais, qui flatte aussi le nationalisme éthiopien, c'est que l'Éthiopie est aujourd'hui considérée comme une sorte d'Eldorado économique pour les multinationales. Et c'est d'autant plus intéressant qu'en fait, et là, il y a une révolution, je dirais, de palais, disait Ousmane, je dirais une révolution de velours au sein même du système. C'est que, voilà, un parti qui a souvent été attaché au dogme socialiste et qui est en train aujourd'hui d'opérer... De se tourner vers le libéralisme à tout craint. Voilà, Ethiopian Airlines... Même le libéralisme débridé, je dirais. Débridé. Ethiopian Airlines, hein, qui est quand même un symbole fort de l'économie nationale du pays, va être en principe privatisé, Valérie. Alors donc, très audacieux ce Premier ministre, malgré tout, volontariste, audacieux. Oui, voilà. enfin, et puis, comme disait Ousmane aussi, très adepte du principe de réalité. Il ne faut pas quand même oublier que c'est un lieutenant-colonel, donc c'est un militaire, il connaît son terrain. Deuxièmement, il a beaucoup travaillé dans les renseignements. Donc, certes, il va y avoir des résistances intérieures, mais ça m'étonnerait qu'il ne l'ait pas déjà prévu. Je pense que c'est un type intelligent. D'abord, il a fait des très bonnes études. Ensuite, je pense que c'est quelqu'un qui est rompu à un certain nombre de choses qui sont à la fois de l'ordre du terrain et de l'ordre de la politique politicienne. Moi, je lui accorde un satisfecit global, un peu d'optimisme et de... Donc on s'achemine vers un printemps éthiopien, Ousmane, alors? Enfin, moi, je me méfie. Malgré tout, malgré les méfiances d'usage. Je trouve que... pas les saisons. Il y a beaucoup de symboles, en fait. Oui. Il y a beaucoup de symboles pour le moment. Après, je pense qu'on entre dans la phase la plus intéressante. Comment on met en œuvre la démilitarisation de la frontière avec l'Érythrée? Étant donné quand même la réaction érythréenne était très mitigée. Hein. L'Érythrée maintient encore ses troupes, massées à la frontière, etc. Donc je pense qu'au-delà de l'annonce, il y a une mise en œuvre qu'on ne voit pas. Je pense qu'il y a un certain nombre de promesses en termes de liberté d'expression, et c'est là où ça va être compliqué. Parce que je pense qu'il est très facile, hein, le système du parti au pouvoir a été bâti sur une forme d'ordre. C'est-à-dire, pour atteindre les objectifs économiques, c'est plus facile dans un régime autoritaire. Mais à un moment donné, il faut aussi s'adapter aux réalités, aux principes de réalité. Exactement. L'Éthiopie a changé. L'Éthiopie, ce n'est plus l'Éthiopie mais la gouvernance de Meles Zenawi. L'Éthiopie a changé, le monde a changé autour de l'Éthiopie. Voilà. Il y a le principe de réalité qui fonctionne aussi sur les principes, je veux dire, sur le terrain politique. Voilà. C'est que l'Éthiopie va donner de plus en plus de gages justement en matière de liberté d'expression, des gages d'ouverture de l'espace politique. On sera loin des paradis démocratiques. Mais il va y avoir, je pense, je dirais, une négociation entre le système qui joue sa propre survie et l'exigence de démocratie, notamment les nouvelles exigences en tout cas de respect des règles démocratiques. La question fondamentale, c'est est-ce qu'on peut
gouverner un pays qui change avec les principes fondateurs d'un parti tigrien qui date de cette époque-là. C'est pour ça que je parle de négociation, ça va être compliqué. C'est un processus qui est en cours. Hein. C'est un processus de changement. On verra bien le résultat. Pour l'instant, il peut y avoir consensus. Il peut y avoir consensus des partenaires politiques, parce que c'est justement une réaction de survie. C'est ça, sinon rien. Et c'est le mot de la fin. Voilà, c'est la fin donc de cette émission. Merci Valérie Thorin, Ousmane Diaye, Francis Laloupeau, ainsi qu'aux équipes techniques et rédactionnelles d'Afrique Presse. Vous pouvez retrouver cette édition sur les sites internet et applications de RFI et de TV5 Monde. Grand merci de votre fidélité et à la semaine prochaine.